avec toutes ces années qu'on a vécues de manière individuelle, pour nous, est-ce qu'on peut, nous, aujourd'hui, être humains, commencer à avoir une autre perception de l'existence qui soit plus pour nous, mais pour les la vie en tant que telle, les autres en tant que tels? Parce que, sans être pessimiste, mais il est clair que si on continue comme ça, nous, on n'existera plus et l'espèce humaine en tant que telle n'existera plus. Je suis aujourd'hui en direct de Bali avec monsieur Mika Deniso. Comment ça va, Mika? Ça va très bien, Mourad, merci. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Je suis pressé d'avoir cette conversation. Mika, tu es auteur, conférencier, explorateur de l'inconscient, formateur de Soul in a Mind. Tu es aussi plein d'autres choses que je vais te laisser détailler. Notamment, une des choses qui m'a marqué, c'est éveilleur de conscience psychospirituelle. Depuis quelques années, tu as des prises de position fortes, courageuses, notamment depuis la période du Covid. Tu parles d'un changement de paradigme important, essentiel, autant collectivement qu'individuellement. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On va parler de tout ça. C'est pour ça que ce podcast s'appelle Libère ton esprit. Avant d'entrer dans cette conversation, est-ce que tu peux compléter cette présentation? Ben, je pense que tu as tout dit, hein. Moi, je suis le fondateur de Soul in a Mind. Donc, à la base, c'est une école de formation une école de formation principalement sur la psychologie et l'éveil de conscience. Et puis, petit à petit, avec l'actualité ambiante, s'est transformé et continue à se transformer vers le changement paradigmatique qui prend de plus en plus la place dans notre école et qui touche aussi bien les professionnels, les personnes individuelles ou les couples aussi et qui nous touche directement. Voilà. À quel moment tu as senti qu'il y a quelque chose qui était en train de basculer, peut-être dans le cadre de ton travail et de tes accompagnements, parce que ça fait plusieurs décennies que tu fais ça? C'est ça. Alors, euh, pour être honnête, ça a commencé la vraie prise de conscience. Alors la date exacte, ça va être compliqué, mais je crois que c'est aux alentours de 2010 ou 2012 avec une première conférence de Marc Alevi. Euh, et le titre de cette conférence, qu'on peut d'ailleurs retrouver sur YouTube, qui s'appelle «Qu'est-ce qui nous arrive?» et, et là, il y a vraiment eu ce déclic où il explique que tous les 550 ans, il y a des grands changements, des fins de civilisation. Et qu'aujourd'hui, d'après les calculs des historiens, on est juste dans cette courbe où l'ancien tombe. Il appelle ça d'ailleurs les gros dinosaures et la ligne verte qui monte. Et on est vraiment dans cette courbe-là au milieu, dans cette courbe de friction qui devrait, d'après leur dire, se terminer dans les années 2270 à peu près. Donc c'est demain matin. Voilà. Et donc, personnellement, je ne parle pas d'un changement de paradigme à venir, ou voilà, mais je parle d'un changement de paradigme actuel dans lequel on est. Donc en fait, cette transformation, elle est là maintenant, elle est sous nos yeux. Ouais. Et on peut le voir, on va peut-être en parler, mais un petit peu partout, aussi bien sur le plan financier, politique, géopolitique, euh, sur le plan spirituel. Il y a des vrais changements aussi au niveau des mentalités aujourd'hui, hein, euh, avec les jeunes âmes qui naissent et même les vieilles âmes comme nous. Voilà, je ne sais pas quel âge tu as, mais bon, voilà, moi, j'arrive aussi à cette tranche d'âge avec plus de 50 ans. Mais il y a un vrai changement pour ceux qui le désirent. Il y a quelque chose qui vit en nous. Il y a une forme d'accélération intérieure qui nous pousse soit à nous modifier intérieurement, soit à se laisser enterrer avec les gros dinosaures. Donc voilà, pour moi, on est vraiment dans ce changement là maintenant. Et c'est pas demain matin. Ouais, à cette croisée des chemins, je pense que on est très nombreux à ressentir que quelque Mm. chose de fondamental est en train de se passer, peut-être de changer. Dans différentes cultures, il y a différents cycles qui coïncident. Les hindous parlent de la fin du Kali Yuga. Mhm. Il y a aussi l'ère du Verseau en astrologie. J'ai envie de te demander, alors, avant d'aller plus profondément dans ces sujets, comment est-ce que toi, tu en es arrivé là? Comment est-ce que tu es arrivé à t'intéresser à ces thématiques, à accompagner les gens dans ce changement, justement, à semer des graines à ton échelle à travers de ton travail de Soul in the Mind? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, Mika Deniso fait ça? Alors, faut que j'arrive à donner un point dans le temps, parce qu'il y a tellement de points dans le temps dans ma vie qui auraient pu me pousser à arriver où j'en suis. Je pense que si je prends d'un point de vue assez large,
J'ai jamais eu d'attache. Déjà, donc il y a pas vraiment eu d'endroit où, pour ça, quand je suis arrivé pour la première fois à Bali en 90, j'avais vraiment la sensation de rentrer chez moi. La deuxième fois où ça m'est arrivé, c'est quand j'ai été au Sri Lanka pour une retraite personnelle, où là, pareil, j'avais cette sensation-là. Donc c'est les 2 seuls endroits sur terre, et j'ai vraiment beaucoup voyagé, où j'ai senti ça. Ensuite, j'ai jamais eu vraiment de famille. Donc je parle de famille, père, mère, vraiment, vie de famille comme on peut avoir, j'ai pas de frères et pas de sœurs. Heu, Ce qui fait que, ça m'a amené à aller plus à la découverte des autres, et je pense que le fait de voyager dans tous les sens du terme, aussi bien, sur la planète, dans des endroits incroyables, d'aller rencontrer des gens, voyager à l'intérieur de soi-même, heu, aussi bien en méditation, à par des expériences de conscience modifiées. Donc les voyages dans tous les sens du terme m'ont amené à à toujours avoir l'esprit alerte sur le voile de l'illusion qu'on a devant les yeux. Et puis, il faut dire que, avec, toutes les crises médiatiques qu'il y a depuis des décennies aujourd'hui, hein, je me suis rendu compte très rapidement que, on était conditionnés, et heu, on a tous un besoin, si tu veux, et moi je cours après un besoin toute ma vie, c'est la liberté. Ce sens de la liberté profond qu'on peut avoir en soi, et pourquoi est-ce qu'on va faire les choses? Pour être libre intérieurement. Et ce que je re j'ai donc ce vers quoi j'ai toujours lutté, ce sont les conditionnements, puisque ça va à l'inverse de la liberté. Moi-même, j'ai été conditionné, très jeune, heu, de l'âge de 13 ans à 14 ans, pendant 18 mois, et donc j'ai passé ma vie à lutter contre les conditionnements, et je pense que c'est ça qui m'amène de fil en aiguille. Heu, j'ai été formateur très tôt, et j'ai vu que, naturellement, sans avoir à trop forcer, j'arrivais à m'accorder, avec les personnes avec qui j'étais, à les aider à trouver des solutions, parce qu'on ne trouve jamais des solutions pour les autres, hein. Donc à les aider à trouver des solutions, à avoir des prises de conscience qui puissent se poser les bonnes questions. Parfois intérieurement, hein, extérieurement, on pourrait se dire que oui, avec les questions qu'on pose qui sont tellement parfois puissantes, on fait des vrais changements de vie, donc des divorces, des arrêts, et cetera. Mais en même temps, ça fait partie en fait de l'évolution, et donc je suis pas, ça me dérange pas plus que ça. Et bien sûr, le plus gros déconditionnement à un moment donné qui nous a, explosé à la figure, heu, c'est bien sûr l'enchaînement avec les États, les systèmes financiers, les systèmes bancaires, et le dernier en date que tout le monde connaît, ça a été le Covid, où on a bien vu, là, on pouvait plus se cacher, hein, c'est-à-dire il pouvait plus se cacher que, le conditionnement était à son paroxysme, et que, aujourd'hui et demain, il le sera de plus en plus. On le voit avec tout ce qui est en train de se mettre en place. À l'heure où on enregistre ce podcast, par exemple, le passeport vaccinal qui va devenir, très rapidement une dictature, sanitaire, et un crédit social, quoi. Mmh. Tu as, utilisé une formule, que j'ai trouvée, importante, c'est celle, du voile de l'illusion. Mmh. Et ce que j'entends dans ton histoire et dans ta recherche, ça a été justement, très rapidement de percer, ce voile. Effectivement, aujourd'hui, je te rejoins sur cette analyse, je ressens profondément qu'il y a une illusion qui est en train de se fissurer. Peut-être que le Covid a été un tournant. Mais avant ça, je serais curieux de savoir dans ton expérience, puisque tu parlais de méditation, de voyage, de recherche, de cette quête de liberté, qu'est-ce qui t'a, permis, d'ouvrir les yeux à une autre réalité? Donc d'abord, bon, ceux qui me suivent le savent, c'est vrai que à l'âge de 13 ans pendant 18 mois, j'étais esclave d'un homme, en fait, et donc sur le plan psychologique, sexuel, drogue, et cetera, et donc naturellement, j'ai appris à mettre mon corps d'un côté, mon esprit de l'autre. Donc là, j'ai vu qu'il y avait 2 visions de vie. Mais ça s'est fait naturellement, hein, c'est pas quelque chose que j'ai créé. Et après, pendant des années, j'ai été en j'étais en conflit avec Dieu, mais ouvertement. C'est-à-dire que j'allais dans des canyons, je faisais du canyoning, j'en fais toujours d'ailleurs. J'allais dans des canyons glacés, où il y avait de la glace, donc avec le risque de mourir. Donc j'étais jeune, hein, j'avais 14-15 ans, et je criais, je dis: «Maintenant, c'est entre toi et moi». Et donc il y avait vraiment ce conflit, et je comprenais qu'il y avait quelque chose d'autre que je devais percer. Et donc j'ai toujours été très proche de la mort, et ce qui a fait basculer, ça a été, des prises, j'ai pris du LSD pendant pas mal d'années, et c'est là où j'ai compris. Alors j'ai jamais pris du LSD pour me défoncer, ou voilà, ça a toujours été dans une démarche, heu, de recherche de soi, d'observation du réel,
Et c'est là où j'ai compris qu'il y avait 2 visions du monde. Ça m'a ouvert considérablement l'esprit, heu et j'ai pu voir qu'il y avait un voile d'illusion devant nos yeux. Et avec les années, donc après j'étais en Inde, j'ai rencontré, des Tibétains qui m'ont amené vers ces mêmes visions, sans prendre de LSD, et qui m'ont fait comprendre qu'il y avait un rêve de jour et un rêve de nuit, et que, dans tous les cas de figure, ces 2 rêves, c'est nous qui les créons. Et donc un petit peu comme dans Matrix, où quand tu libères ton esprit, tu vois ce qui est. J'ai pu voir avec les enseignements, par exemple, d'Ajahn Chah, c'est un un maître bouddhiste, thaïlandais. Lui, il parle de ce qui est. Mais ce qui est, c'est pas ce qu'on voit. Il y a ce qui est immuable, et qui est forcément souvent d'ailleurs derrière ce que l'on voit en réalité. Et on peut pour le comparer quelque chose de très simple et pour que ça soit, plus compréhensible pour ceux qui nous écoutent, quand on prend par exemple, la crise du Covid, il y a ce qu'on nous a montré, et il y a ce qui est en train d'éclater d'ailleurs aujourd'hui, avec toutes les actions en justice, toutes les condamnations, et cetera. On voit bien qu'il y a 2 choses, il y a ce qu'on nous montre et ce qui est. Et ce qui est, c'est ce qui est derrière le voile qu'on a devant les yeux, quoi. Et qu'on se crée aussi soi-même, parce que les dénis que l'on a à ne pas vouloir regarder, ne pas vouloir accepter, ce sont autant de voiles que l'on pose devant ses yeux, quoi. Déjà, merci pour, la confiance, que tu m'accordes en déposant ça ici. Ça me fait penser à, une formule du sage soufi Rumi qui disait, de manière très poétique: «C'est par les blessures que la lumière entre». Mmh mh. Et et je pense que dans l'expérience de beaucoup de gens, justement qui, se sont intéressés très rapidement à ce sens ou à percer cette illusion, il y a une blessure originelle qui nous amène justement à trouver du sens, dans ce qui n'en a pas. Hem et ouais, très intéressant, parce qu'aujourd'hui, tu nous ramènes à ce moment clé, le covid, à partir duquel on a eu l'impression qu'il y a eu une accélération. Il y a eu, ça a été, la consécration, le feu d'artifice peut-être d'une illusion. Hem, Comment est-ce que tu as, analysé cette période, toi, étant ici, donc à Bali, français d'origine, donc avec, j'imagine un œil sur ce qui se passait en France, en Europe, en Occident, et en même temps avec, ta perspective, spirituelle, tout le travail que tu as fait et les échos que tu avais, en étant dans cette partie du monde? Pour moi, le Covid, c'est pas le début, c'est la fin. En fait, le changement de paradigme, ou comme ça a été annoncé par exemple par Klaus Schwab, le grand reset, c'est la fin. En fait, on arrive en fin de parcours, et ça date depuis bien longtemps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le monde marchand tel que l'on le connaît, l'État tel qu'on le connaît existe depuis longtemps, hem, il faut savoir qu'on vit dans un système sociétal dans lequel on a été conditionné. C'est-à-dire qu'on nous a appris que la vie, c'est avec une famille. On a un père, une mère et des frères et des sœurs, mais on ne sait pas si c'est une réalité. On nous a appris qu'il fallait qu'on aille à l'école pour apprendre les lois de la société, et non pas pour grandir soi-même et découvrir qui l'on est et qu'est-ce que l'on fait ici. On nous a dit que, on nous a appris que pour soigner, il fallait voir les médecins, l'ordre de la médecine, mais non, surtout pas faire confiance à ton corps et à ce que tu as dans ta tête, déjà. Donc, te détacher toi-même de qui tu es. Donc c'est du conditionnement encore. On nous a dit que, pour vivre, il fallait que tu travailles dur pour gagner de l'argent, alors que, l'argent, c'est une équation parmi tant d'autres et qu'on pourrait exister sans, par exemple, dans un autre système, si ça pouvait exister. On nous a dit que, pour aimer, il fallait être en couple, se marier, avoir des voilà, tout un système a été créé et on a grandi dedans, et on nous a pas ouvert les yeux sur d'autres possibilités. Donc, parmi des millions de systèmes sociétals qui existent, on nous en a appris un. Ça va jusque-là? Et aujourd'hui, ce système, il ne tient plus. Parce qu'il tenait à un moment donné, à une époque où on était une petite communauté. Aujourd'hui, on arrive à plus de 8 milliards. Donc avec, un flux d'idées qui est incessant, des rebelles de plus en plus, des personnes qui ouvrent l'esprit, et je pense qu'aussi la conscience a évolué. C'est-à-dire qu'entre, dans les années, je sais pas moi, 1600-1700, on avait une conscience, on n'avait pas accès aux informations du monde dont ni à l'autre. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Aujourd'hui qu'on peut savoir ce qui se passe au fin fond de l'Amérique du Sud,
alors qu'on habite au fin fond de l'Indonésie et en un claquement de doigts. Et donc notre conscience, quand on parle d'accélération, pour moi, c'est juste qu'on a plus d'informations et donc enfin, pour la première fois, notre conscience s'éveille à elle-même et à ce qui est. Et le Covid, c'est une annonce officielle pour moi que on va mettre fin à ce système et pour dire: «Voici comment, la force que l'on a». Donc je me mets à la place de des dirigeants étatiques en disant: «Voici la force que l'on a et on va vous le prouver». Et il faut se l'avouer que ça a fonctionné. On est d'accord? Il faut s'avouer que tout le monde s'est mis à genoux et a dit: «OK». Donc ils ont posé d'une certaine façon leur pouvoir, là, à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette force qui a été là et qui fonctionne jusqu'à un certain point, mais qui a, atterré les gens, qui les a mis dans un état de sidération. Et donc le Covid, pour moi, c'est l'annonce qu'effectivement, et c'est pour ça que l'annonce du grand reset est arrivée en même temps, c'est pour dire: «Écoutez, le monde va changer». Et d'ailleurs, à plusieurs fois, je l'avais, exprimé pendant le Covid en disant que le monde ne sera plus jamais le même à partir de maintenant. Et c'est ce qui se passe. Il y a plusieurs formules de Macron qui étaient très intrigantes, notamment il a dit c'est la fin de l'ère de l'abondance ou la bête de l'événement est Mmh. là, pas mal de choses comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que on a agité nos peurs collectives. C'est aussi ça qui a fait que en gros, ça a marché aussi bien. Et je suis d'accord avec ton analyse de dire que d'une certaine manière, ça nous a anesthésiés même jusqu'aujourd'hui. Alors, moi, je vois les 2 côtés de la pièce. Je vois le côté où on a été anesthésié. Je vais donner un exemple très concret. Avant le covid, il y avait, les gilets jaunes en France, heu, pour un prix à la pompe, qui est, bien en deçà de ce qu'on a aujourd'hui. Mmh. Après le covid, ça ne se reproduit plus, alors qu'il y a pourtant plein de raisons, qui pourraient, faire que ça devrait se produire. Donc je pense qu'il y a un endroit où il y a une sorte de ouais, d'anesthésie, d'asservissement, d'une part et de l'autre côté, et c'est la raison pour laquelle j'ai de l'espoir, j'ai eu l'impression pour beaucoup de gens, une lanterne qui s'est allumée pendant le covid en disant: «Mais, c'est quoi la vie que je veux vivre? Est-ce que je veux être dans un 15 mètres carrés à Paris avec une personne que foncièrement, en fait, je n'aime pas? Est-ce que c'est ça que je veux?» La généralisation, du travail à distance, tout ça. Donc vraiment un tournant et effectivement, on sent que nos dirigeants ont essayé à ce moment-là, c'était comme tu le dis peut-être le début d'un plan, effectivement. La Ouais fin pour moi, et là pour moi, ouais, c'est la ouais, ouais, concrétisation de ça. C'est-à-dire ouais. que effectivement, tu as des prises de conscience d'un côté, puisque on vit tous à notre minimum standard. Toi, moi, tous ceux qu'on connaît, on vit à notre minimum standard tout le temps. C'est-à-dire que même quand tu le dépasses un peu, ça devient ton nouveau minimum standard. Et donc, le Covid nous a mis chacun en face de notre minimum standard. Mince, voilà ma vie. Mince, heu, je suis contrôlé par d'autres. Mince, voici en fait juste mon espace de liberté. Mais avant, je ne m'en rendais pas compte, mais ça a toujours été comme ça. Donc, tu as d'un côté ceux qui en ont pris conscience, mais qui vont se dire: «Mais on peut rien faire», donc qui reviennent dans leur minimum standard. Tu as d'autres qui ont dit: «Non, je peux y faire quelque chose, ça va changer», qui augmentent leur standard et quand ils s'aperçoivent après qu'ils sont confrontés à des forces, puisqu'on le voit bien effectivement, comme tu le dis, heu, on a vu qu'il y a un tel poids et un tel contrôle. Il y a eu un coup de force qui a été mis là en place, qui fait que ça peut apeurer d'autres personnes. Ils sont revenus du coup à leur minimum standard et puis il y en a d'autres qui ont enfin compris et c'est un message que j'envoie peut-être à tout le monde, peut-être brut de pomme, mais tu feras ce que tu voudras. C'est que, heu, on arrive ici sur terre pour une période, limitée. D'ailleurs, on ne connaît pas, la durée. C'est intéressant ça. Peut-être plus courte que ce qu'on Peut-être croit. plus court qu'on ce qu'on croit. Que, on ne sait pas trop vraiment ce qu'on fait là, alors on va créer un sens chacun pour continuer à exister, pour pas rentrer dans une forme de folie. Et la question que je voudrais poser, c'est: quel est le risque de vivre, du coup? C'est quoi le risque à vivre? Et c'est ça la question, c'est que si chacun pouvait se poser cette question: «Mais quel est le risque que j'ai à vivre?» Je pense qu'il faut laisser cette question respirer, il faut la laisser infuser. Quel est le risque à vivre?
Et quand on se pose cette question et qu'on ose y répondre, on reprend son pouvoir. Parce que, hem, par exemple, lors du covid, avec ma femme, il faut savoir qu'on est en Indonésie aussi, et donc sous l'ère d'une politique, ouverte, il y a quand même des années et des années de dictature derrière. Il faut savoir qu'aussi à l'époque, il y avait quand même les militaires qui rentraient dans les maisons pour vacciner les enfants, enfin voilà. Et on s'était dit avec ma femme: «Qu'est-ce qu'on ferait si les militaires venaient?» Et on était d'accord de dire que dans tous les cas de figure, nous, on succomberait pas et que, ben, je dirais aux militaires que: «Si tu veux, tu nous tues d'abord», et avec ma femme, aussi. Ça veut dire que le risque à vivre pour nous, il était là, quoi. Et et ça, c'est important de le prendre en considération, c'est-à-dire que pourquoi vivre une ou 2 ou 3 années de plus? Parce que c'est ça, en fait, la question. La plupart des personnes ont peur de mourir, mais c'est que pour vivre quelques années de plus. Parce qu'on ne vivra pas éternellement dans cette étape de vie-là que l'on est. Et donc quand on remet ce sens-là, on comprend que notre temps est limité dans tous les cas de figure. Et dans le temps qui nous appartient, qu'est-ce qu'on va en faire? Et peu importe si on vit, 10 ans de moins ou 5 ans de moins ou 5 ans de plus, parce que c'est ce que, le on va dire, toute la doxa sociétale tente d'inculquer, c'est: «Il faut impérativement vivre plus». Et c'est ça la peur. Tu dois vivre plus. Donc quand on vous dit: «Non, non, il faut que tu ailles à l'hôpital, il faut que tu fasses ci», c'est parce qu'il faut que tu vives plus, une semaine de plus, un mois de plus, 6 mois de plus, peu importe de quelle manière tu vas vivre. Et le covid, ça a été ça. On a joué là-dessus, en fait. Mais la vraie question, c'est, encore une fois, quel est le risque que j'ai à vivre? Et si justement, bah, je préfère vivre moins, mais pleinement mon existence, de pas mourir avec des regrets et me dire que j'ai déployé mon âme à son paroxysme pendant ce temps. Parce que si on prend, les écrits, de tous les grands qui ont apparu sur terre, Bouddha, Jésus, et tous les autres, ils ont vécu une vie très courte. Mais alors, si on en croit les récits, qu'ils ont existé ou pas, mais en tout cas, de par ces récits, ils ont vécu une vie à leur paroxysme. Et moi-même, des maîtres que j'ai rencontrés, ça a été toujours, ils ont déployé leur âme à leur paroxysme. Il y avait rien qui pouvait les arrêter. C'est ça pour moi une vie, heu, vécue, quoi. Vivre, dans un asservissement, tout en ayant, peur de la mort. Mmh. Et en même temps, paradoxalement, c'est une manière de se couper de la vie, en tout cas de ce qu'elle pourrait être, du potentiel qu'on a. Tu viens de parler de déployer son âme, Mmh. justement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ça? Parce que je sais que ça fait partie de ton travail, justement, de tes accompagnements. Et ça aussi, c'est une formule qui, à titre personnel, me parle beaucoup parce qu'en fait, c'est cette notion, de justement sortir de nos conditionnements en rapport avec la thématique de libérer notre esprit, de libérer notre potentiel, de libérer, ce que notre vie pourrait réellement être et comment elle pourrait contribuer aux autres, justement, quand on se permet de traverser, toutes ces peurs et tous ces conditionnements. Déployer son âme, alors je pars d'un principe où, OK, on a un corps, on est là, mais que si je posais tous mes organes sur une table, il y a rien qui se passerait. Donc on aurait, un cœur, on aurait un morceau de chair, on aurait ce que tu veux là. Et il y a une instance en nous qui vit, qui contrôle, qui commande la totalité de nos cellules, de nos neurones, de nos connexions, alors qu'on n'a rien à faire. On va dire donc, parce que je tiens à définir quand même l'âme avant enfin, en tout cas, le concept que j'y donne derrière pour pas que ça parte dans tous les sens. Et donc pour moi, là, l'âme, c'est ce souffle de vie que l'on a en nous. Cette énergie particulière que l'on a en nous, qui soit peut nous appartenir, de manière individuelle ou alors, en fait, peut-être que notre âme est aussi collective et qu'on puisse, se connecter avec d'autres et qu'elles s'enrichissent mutuellement, peu importe, en fait. Mais il n'empêche que, et on peut le ressentir, alors je vais donner un exemple très simple. Lorsque l'on se met en colère, on enferme notre âme, qui ne peut plus s'exprimer, puisqu'elle est prise par une autre instance qui est la colère ou un égrégore de la colère, qui prend le dessus. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'était pas moi. On a tous vécu ça, hein, à un moment donné. Et donc là, notre âme ne s'est pas déployée. Elle a été asphyxiée, anéantie. Elle a été enterrée. Quand on a peur, très peur, et qu'on n'ose pas faire quelque chose, et qu'après, on dit mais pourquoi j'ai pas fait?
Qu'est-ce qui a fait que pourtant j'aurais pu le faire, j'aurais pu le dire. Là encore, notre âme ne s'est pas déployée. Il y a une autre instance, donc un autre égrégore, qui a pris le dessus, qui veut vivre et qui a empêché à notre âme de se déployer. Lorsque par contre, on se pose les bonnes questions, comme tout à l'heure, s'autoriser à vivre, ou alors, comme j'aime le dire, que les peurs, les doutes ne sont pas des options pour moi. Ça ne veut pas dire que j'ai pas peur, ça ne veut pas dire que j'ai pas de doute, parce que ça serait très prétentieux et ça serait faux surtout. Je vis comme chacun de la peur, je vis comme chacun des doutes. Seulement, la première question quand j'ai une peur, c'est pourquoi est-ce que j'ai peur maintenant? Après tout, pourquoi maintenant et pourquoi pas il y a une minute? Qu'est-ce qui fait que maintenant j'ai peur? Et la deuxième question que je me pose juste derrière toujours, c'est est-ce que cette peur me sert ou me dessert? Est-ce que ce doute me sert ou me dessert? Et dans les 99% des cas, ça me dessert. Et quand j'arrive à répondre à ça, c'est là où je déploie mon âme. Et je me dis, mais bah oui, ça te dessert. T'as rien à perdre, sauf de ne pas vivre. Peut-être que c'est ça, au final, le plus grand risque de tous, de ne pas vivre une vie, de regret, de se retrouver, sur son sur son lit de mort en se disant qu'au final, on aurait pu faire, autre chose. Bah, tu sais, dire, moi, dans le tout début, j'ai commencé mon activité en accompagnement des personnes en fin de vie. Enfin, j'accompagnais des personnes en fin de vie et sans exception, toutes les personnes que j'accompagnais étaient en phase terminale et elles vivaient tous avec des regrets. Et mon job, en fait, c'était de les libérer de ce regret, de façon à ce qu'elles deviennent beaucoup plus légères, qu'elles coupent les liens karmiques avec les gens avec qui elles n'avaient pas dit qu'elles les aimaient ou des choses qu'elles auraient voulu faire, de le vivre au moins intérieurement si on ne peut plus le faire de manière physique. Et à partir de là, lorsqu'elles avaient vécu ces regrets ou coupé les regrets, elles pouvaient mourir en paix. Les différents enseignements que j'ai eus, que ce soit en Inde ou en Thaïlande ou au Sri Lanka ou autre, ça a toujours été ça, ça a été d'apprendre à mourir de son vivant. Alors, pour certains, c'est pour dire, ouais, non, mais apprendre à mourir de son vivant, c'est apprendre à vivre de son vivant. Parce que quand chaque jour, tu te mets en face de ta propre mort, quand chaque jour, tu te dis, mais euh, est-ce que je suis prêt à mourir maintenant, en fait? Est-ce que j'aurais des regrets aujourd'hui? Et quand, des fois, je me réponds, si j'aurais des regrets parce que j'ose pas faire ça, et là, je me dis, tu peux pas mourir comme ça. Ça change tout, hein, en fait. Ouais, c'est pour moi le symbole du phénix. C'est-à-dire que, cet animal, majestueux, quand il meurt, eh bien, il laisse un œuf et effectivement apprendre à mourir, plusieurs fois. Peut-être, je pourrais prendre la symbolique du serpent qui mue, Mm. changer de peau. Au final, on vit tous des transformations, des métamorphoses et peut-être que c'est contre nature de résister à ces changements qui arrivent de toute manière. Par rapport à ces personnes en fin de vie que tu as accompagnées, j'ai envie de te demander, c'était quoi la teneur de leurs regrets en général? Alors, la plupart des regrets, c'est souvent lié à l'amour ou le temps. Le regret principal, c'est j'ai pas pris le temps de vivre. C'est le premier regret. Ensuite, c'est je regrette de ne pas avoir dit ce que j'avais à dire à quelqu'un que j'aimais alors qu'il est parti ou que moi je vais partir. Et puis après, ça a été les projets. C'est souvent des projets de vie que je suis resté dans mon rêve. J'ai toujours pensé que j'allais pouvoir faire ça. Je l'ai repoussé à demain pour la procrastination, quoi. Voilà les trois plus gros regrets, quoi. Mais le premier vraiment, c'est de ne pas avoir pris le temps de vivre. Je trouve que, je trouve que la tournure de la conversation, elle est intéressante parce qu'en partant de d'une analyse macro Oui. civilisationnelle, tu vois, tu nous ramènes à l'individuel, et à cette peur individuelle. Parce qu'il y a la peur collective qu'on nous agite, pardon, pour nous contrôler, pour mieux nous contrôler et le covid qui est justement la fin de quelque chose et on revient à ce pouvoir individuel de moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce Mmh. que je crée? Qui je suis dans ce monde? Et peut-être que si suffisamment de personnes se posent cette question et osent justement, peut-être qu'on arrive Mmh. à réussir, ce tournant qui a l'air très périlleux quelque part. Ben, le changement collectif, alors, peut se faire que de manière individuelle. C'est paradoxal, hein, mais on ne pourra pas, honnêtement, j'ai essayé aussi, il y en a d'autres qui ont essayé de réunir des personnes, mais ça fonctionne plus. Ça fonctionne pas parce que, on est séparés, parce que justement,
Mine de rien, l'avènement du travail heu, à distance sur internet fait que, ben, en même temps, ça crée des séparations et un meilleur contrôle, hein. Parce que quand tu travailles à distance, tu es contrôlé, hein. Tu sais, quand tu es sur un Zoom, on sait exactement ce que tu fais. Enfin voilà, il y a toute cette partie-là. Mais le changement collectif ne peut se faire que de manière individuelle et quand chaque personne individuellement aura repris son pouvoir et pour moi le seul pouvoir qu'il y a, alors ça va paraître peut-être, un peu simpliste, mais c'est une certitude en tout cas intérieure, c'est de ne plus avoir peur de mourir. Parce que si tu as plus peur de mourir, tu as plus peur de perdre. Donc tu as plus peur de perdre ton argent, ta maison, plus rien, parce que tu as pas peur de mourir. Si tu as plus peur de mourir, tu as plus peur qu'on t'attaque, tu as plus peur de prendre des médicaments ou des choses, peu importe. Tu as plus peur et donc quand tu as plus peur de mourir, tu vis. Je fais des explorations, hein, des explorations principalement de canyons. Alors en Indonésie, tu es livré à toi-même, tu as pas de secours, tu as rien et donc quand on rentre en explo avec mon équipe, la première chose que je dis avant de passer la première cascade, parce que quand après tu enlèves la corde, tu peux plus remonter. Je leur dis: «Écoutez, on va descendre, on ne sait pas où on va et s'il nous arrive quoi que ce soit à l'intérieur, on est livré à nous-mêmes et la chose, c'est que s'il y a quelqu'un qui est blessé, on le laisse là. On sortira comme on peut et on reviendra si on peut». Ça veut dire que chacun est prêt intérieurement à accepter que ça peut être le dernier canyon qu'ils vont faire et ben, à chaque fois, non, bon, on est tous vivants, c'est chouette, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que pendant toute la descente et l'exploration, on est à fond dans le moment présent. On est unis, on est ensemble. On avance ensemble parce qu'on sait que là, on vit plein pot et qu'il y a plus de filet et quand on vit sa vie de la même manière, mais c'est exceptionnel, en fait, parce qu'il y a plus la peur de la mort et plus personne n'a d'impact sur toi parce que si dans le canyon, il y en a un qui dit: «Oui, si tu continues à continues à avancer, je te tire dessus», ben fais ce que tu veux. Moi, j'ai pas le choix, de toute façon, la sortie, elle est en bas. On peut plus sortir sur les côtés ni en haut et je pense que c'est ça le et c'est pour ça qu'il y a eu il y a ces séparations avec le Covid et c'est pour ça aussi que, tu vois, tout le travail à distance, que chacun se met de son côté, c'est très pernicieux parce que, ben, quand tu es seul, ben, tu oses pas avancer. Mais quand tu es en groupe, mais que tu travailles sur toi de manière individuelle et que tu te développes individuellement, tu grandis individuellement, ben, il y a une forme de force intérieure qui se met en toi, il y a une souveraineté qui grandit en toi et tu deviens inattaquable. Vivre, vivre sans filet. Moi, je dis souvent vivre, à la lisière de mes peurs, Mmh. sentir que, C'est je joli ça. ouais, C'est une magnifique métaphore. merci. Je trouve que, en tout cas, les gens, qui m'intéressent le plus, dans les rencontres et c'est pour ça que je suis content d'avoir cette conversation, ont tous ce propos d'une manière ou d'une autre de dire: «Mais en fait, peut-être qu'on est arrivé dans un endroit, de confort extrême Mmh. et que ça nous coupe, de qui on est vraiment, de notre potentiel et de ce que c'est vraiment la vie». Et toi, tu le mets en parallèle avec la mort parce que dans tous les cas, en fait, on va tous mourir. C'est vrai qu'on n'y pense pas tous les jours, mais peut-être que ça nous ferait du bien et peut-être que ta pratique, c'est aussi une manière de te rappeler, de vous rappeler, heu, ouais, en fait, la vie parfois ne tient qu'à un fil et c'est pour ça qu'elle est précieuse. Mais quand je me connecte à ce truc-là, c'est aussi, bah, le mon temps est limité, qu'est-ce que j'en fais? Mmh. Ça donne une autre couleur à tes actions, à ce que tu vas faire, hem, pourquoi tu le fais. Tu vois, quand tu m'as appelé, me proposer ce rendez-vous, c'est pareil, la première question que je me suis posée, c'est quoi l'intention? Et donc j'ai été regarder ce que tu faisais, tu vois? Et j'ai vu que tu avais cette intention en fait, au-delà des rencontres et tout ce que tu fais, il y a une intention d'éveil, de prise de conscience. Et donc chacun fait sa prise de conscience par rapport aux interviews que tu fais, quoi. Et pour moi, ça a du sens. Et je me dis, en fait, c'est une manière de poser des graines encore et de poser des graines parce que plus tu vas poser des graines et un jour ou l'autre, ça pousse. C'est c'est comme ça. Peut-être que nous, on le verra pas et c'est OK, quoi, après tout. Et vivre avec cette présence de l'amour au quotidien, c'est pas dramatique et c'est pas apeurant et c'est même magnifique. Pour moi, c'est un style de vie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les sports que je fais, c'est du kite, c'est du surf, c'est du canyoning, de l'escalade, des sports qui sont, plus ou moins extrêmes, qui t'amènent toujours en face de toi, à te dépasser encore et encore, en te disant que, ben, tu peux à un moment donné avoir un problème. Quand tu fais du surf avec des petites vaguelettes, ça va, mais quand tu commences
aller dans des endroits qui sont un peu plus délicates ou de faire du kayak avec du gros vent ou des canyons sans filet, tu es confronté à ça, quoi. Et je pense que c'est un style de vie de se dire que lorsque tu te ramènes, tu remets en conscience que, ben, effectivement, comme tu dis, on peut finir ici, je peux sortir, prendre la voiture et puis il y a un camion qui passe à côté, enfin, peu importe. Mais quand c'est OK, intérieurement, tu dis: «OK, c'est OK, quoi». Parce que, ben, j'ai bien vécu. C'est ça au final, le vrai propos, c'est est-ce que j'aurais bien vécu en Mmh. rapport avec les gens que tu accompagnais en fin de vie notamment? Est-ce que j'aurais bien vécu? Est-ce que j'aurais vécu ce que j'avais envie de vivre? Est-ce que j'aurais donné ce que j'avais C'est envie de ça. donner? Pour revenir, un petit peu sur la macro, comment est-ce que tu vois, ce changement de paradigme, se dérouler dans les mois et les années qui viennent? Parce que, j'ai vu, que tu en parlais avec différents prismes Mmh. et des prismes sur lesquels je me retrouve vraiment. Donc, il y a le prisme économique et financier, politique, civilisationnel, Mmh. spirituel. Qu'est-ce que tu vois se jouer dans cette période? Alors c'est double, hein. C'est que d'un côté, il y a, alors tu parlais tout à l'heure du Kali Yuga, donc de l'incarnation des âmes. C'est cette fenêtre pour les hindous, il y a une fenêtre où, hem, il y a une fin d'un cycle et donc un renouveau possible. Après le Kali Yuga, c'est le renouveau et donc il y a une multitude d'âmes qui s'incarnent, c'est pour ça qu'on devient de plus en plus nombreux, qui s'incarnent pour avoir, cette opportunité de passer dans ce renouveau. Seulement, lorsque l'on est incarné là, on est pris par, les choses de la vie, les plaisirs du quotidien, le plaisir du sens, enfin tout ce que tout le monde connaît, quoi, hein. On oublie. On oublie très vite, hein. Et ça demande un effort, c'est un sacré effort quand même à vouloir changer, à vouloir rester dans la intègre, tu vois, à ce que l'on est. Et donc d'un côté, il y a un vrai éveil de conscience qui est en train se mettre en place, donc un nouveau paradigme plus humain, plus ouvert, plus profond, plus spirituel qui est là, qui est très faible. Faut Voilà, c'est pas du pessimisme, hein, pour moi, c'est du réalisme qui est très, très faible. Et de l'autre côté, il y a aussi de l'autre côté les systèmes qui sont en place, qui ont compris que c'est terminé. Le système tel qu'il est, il ne fonctionne plus. On va pas étaler sur la table, hein, mais on est endetté de partout, il y a plus rien qui marche, c'est la crise de partout. Bref, il ne fonctionne plus et qu'il est impératif de le changer. Et en même temps, je suis d'accord, c'est que c'est impératif que ça change. On va pas vivre comme ça encore et encore, on va pas vivre comme des esclaves à payer 70 en France, 73 de taxes, sur ta dîme, toute ta vie. On va pas laisser des gens, crever et d'autres s'enrichir encore et encore. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est plus viable. C'est quelque chose qui va pas. Le système là, il sait qu'il doit s'arrêter. Donc il y a un changement et ça a été annoncé ouvertement avec le grand reset, donc un grand reset financier, économique, heu heu, politique qui est en train de se mettre en place et qui va beaucoup plus vite que l'autre. Parce que un, ils ont les moyens, 2, ils en ont les capacités et 3, ils sont déjà implantés. Et pour moi, je pense que petit à petit, puisque ça commence maintenant, il va y avoir un monde à 2 vitesses. Où d'un côté, le monde change là, avec la technologie, avec l'informatique, avec le contrôle, avec la vitesse de transfert des données. Donc on va vers un monde de contrôle, puisqu'on l'est déjà et c'est de plus en plus. Ouais, on voit bien que maintenant quand on se connecte, on doit, vérifier son téléphone. Si on veut avoir un compte Google, il faut montrer son visage et envoyer sa carte d'identité. Sur des comptes Facebook professionnels, il faut montrer, enfin, il y a tout un système de contrôle qui est en train de se mettre en place devant nos yeux. Donc je vous invite quand même à le regarder et à ne pas rentrer dans le déni avec ça. C'est pas demain, c'est maintenant et il va prendre place et il va être là. Et il y a on va dire un autre paradigme où il y a des gens qui se battent, peut-être comme toi, comme moi, comme d'autres qui sont là. Je pense qu'on est quand même quelques millions qui se battent pour que, non pas pour se battre contre ce système qui est là, on va pas se battre contre, mais pour se dire: «OK, est-ce qu'on peut vivre autrement? Créer le nouveau. Est-ce qu'on peut créer le nouveau?» Et faut juste se rappeler que si l'autre paradigme existe aujourd'hui, c'est parce qu'on a donné notre accord. Et que si le nouveau paradigme qui arrive existe, c'est qu'on a aussi donné notre accord.
Et donc c'est pas pour culpabiliser les personnes qui nous écoutent, mais c'est juste pour être OK avec ça. Si le passeport vaccinal qui est en train de se mettre en place existe, c'est parce que on aura donné notre accord. Parce que les gens ont dit oui. Mais si tout le monde le prend et le met à la poubelle, il ne fonctionnera pas. Comme, je sais pas moi, des téléphones qui sont sortis de chez, de plusieurs marques et qui n'ont jamais vu le jour. Parce que les consommateurs l'ont refusé. Il ne faut pas oublier qu'on en parlait tout à l'heure, que les États sont des sociétés. Hein, il y en a qui ne le savent pas, mais allez voir, ils ont tous un numéro de registre du commerce. Donc c'est une entreprise. Les consommateurs, c'est nous. Donc chaque service qu'ils mettent en avant, comme payer des taxes, comme aller à l'école, c'est un service, en vrai, hein, que l'on paye. Et donc chaque service qui est mis en avant, on a le droit de l'accepter ou pas. Et que si personne ne mettait les enfants à l'école n'existerait plus telle qu'elle est là. Si personne n'utilisait les banques n'existeraient plus. Et tout part de là, en fait. Tout part de si les systèmes existent, si le nouveau paradigme, quel qu'il soit, né, c'est parce qu'on l'aura décidé. Et comme on est dans un monde où c'est toujours le nombre qui prime, il y a de fortes chances que le grand reset passe avant l'évolution, enfin le paradigme beaucoup plus humain. Il y a de fortes chances qu'il passe avant. Ça ne veut pas dire que l'autre n'existera pas. Il y a de fortes chances que ce soit celui-ci qui passe pour que ensuite, alors ça c'est mon point de vue personnel, c'est mon délirium, pour que ensuite il y ait une telle prise de conscience de voir à quel point on est dans un monde de contrôle et d'asservissement que là, il puisse y avoir en fait, comme Arjuna sur le champ de bataille dans la Bhagavad Gita, le vrai combat. euh, J'appelle ça l'harmonie par le conflit. C'est compliqué. C'est très difficile parce que je vais prendre un prisme français. Bon, ma perspective en France, c'est que on a un pays qui est pris en otage par une oligarchie Ouais. qui fait ce qu'elle veut. Certains parlent d'une oligarchie mondialiste, donc il y aurait un. Tu parlais du grand reset, donc ça s'inscrit là-dedans dans le cadre d'une refonte du système économique et financier avec l'imposition d'une stratégie de contrôle à différents niveaux, le passeport vaccinal en faisant partie, et il y aurait d'autres choses. L'argent numérique. La monnaie numérique, encore une autre manière de contrôler euh, la liberté des gens ou de censurer ou d'attaquer des opposants au système. Voilà. Donc je pense que pour beaucoup de gens, il y a il y a cette conscience de ça et en même temps cette idée de dire mais qu'est-ce qu'on y peut au final on vote, ça change rien. Euh, Tu vois, c'est comme ce coup d'État constant qui nous pend au nez. Et enfin, ce coup d'État, je parle de la dictature de ceux qui nous dirigent. Hein. On voit vraiment que, en tout cas avec un peu de recul, que ce système, il est super résilient malgré tout. Même si il arrive au bout de quelque chose, il y a quand même des gens qui ont la main mise sur le système, tu vois. Donc c'est ça l'objection que j'aurais à cet endroit-là, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'on fait alors parce que j'ai envie de regarder toute cette machine et de dire mais nous on est trop petits pour faire face à ça. On en revient toujours au même point. C'est qu'est-ce qu'on fait. Mais avant de faire, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a l'attente. Qu'est-ce qu'on fait? On attend que quelqu'un fasse quelque chose. Juste avant le Covid, donc le Covid, c'était en 2020. Mm. En 2018, je lance un mouvement qui s'appelle The Brief. Donc je lance une vidéo à Macron qui a été supprimée à l'issue de donc j'ai envoyé en plus pas seulement en vidéo, mais que j'ai envoyé à l'Élysée avec, j'aurais pas dû le faire d'ailleurs, mais avec USB, enfin pour pouvoir lire. Et je sais qu'elle a été lue puisque la réponse qui m'a été envoyée, qui a été une réponse classique, mais donnait des indications de ce qu'il y avait dans la vidéo. Donc elle a forcément passé dans quelqu'un. 2 semaines après, j'ai eu mes sites qui ont été hackés, effacés d'internet et autres. Et dans cette vidéo en même temps, je proposais, je demandais aux gens euh, de rejoindre un mouvement qui s'appelle The Brief, la respiration. Et le concept, c'était ici en Indonésie, il y a une journée qui s'appelle le Nyepi, où tout est arrêté. Mais tout. Le système complet est arrêté. Tu n'as plus d'aéroport international, tu peux plus sortir dans la rue. Tu es bloqué. Tu n'as pas le droit, tu n'as pas accès à Internet, rien. C'est des millions et des millions d'euros, je n'imagine même pas, tu vois. Mais ça fonctionne. Et donc je proposais en fait dans ce mouvement-là, donc avant le Covid, hein, avant même qu'on sache qu'il y ait le Covid, de dire que si on veut reprendre le pouvoir,
il faut qu'on ait une force de discussion et de montrer qu'on a ce pouvoir. Et j'avais proposé à tout le monde de venir rejoindre le mouvement et qu'on s'autoconfine pendant plusieurs jours. Que nous, on est résilient pendant plusieurs jours, une semaine. Peu importe en fait ce que l'on a, notre travail, etc. On peut rester tranquille pendant une semaine, deux, même un mois si on veut. Le système, non. Donc on m'a arrêté plus ou moins, quoi. Mais la problématique, c'est que les gens ne suivaient pas. Donc très rapidement, en l'espace de dès que la vidéo est sortie, il y avait 10 000 personnes qui sont venues nous rejoindre. Donc on aurait pu continuer à voir, mais à un moment donné, quand on a continué, après, on est monté à 15 000, 20 000, 30 000, et on continue, ça prend. Donc c'est là où on s'est fait supprimer tout ce qu'on avait à supprimer. Mais quand on demande à faire une action de c'est maintenant, il n'y a plus personne en fait. Parce que tout le monde revient dans son intériorité en disant, d'abord la question c'est, et si je suis tout le seul à le faire? C'est vrai. Et si je suis tout seul à le faire en fin de compte? Et je vais perdre mon emploi. Et je vais perdre mes droits. Et c'est là où le système est. Tu parlais de résilience du système. Mais en fait, la résilience du système, elle est construite sur le conditionnement qu'ils ont sur chacun des personnes. Quand tu es dans le système, il est bien fait. C'est que si tu veux sortir du système, en France, hein, je parle, hein, parce qu'ici, c'est pas le cas, mais si tu veux sortir du système, c'est que tu n'as plus le droit social. Donc, tu n'as plus je sais pas, de chômage si tu ne travailles pas. Tu n'as plus l'accès à la médecine gratuite, entre guillemets. T'as plus, je sais pas, tu peux même plus aller dans les banques, etc., etc. Ton enfant, tu peux plus le mettre à l'école. Et donc là, pour toi, c'est la fin du monde. Parce que, et c'est compréhensible, la seule image que tu as du monde, c'est ça. Et donc la réponse pour donner la réponse à la question que tu posais, c'est mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Là, il y a qu'une seule chose, c'est un, se poser cette question, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et deux, il faut un leader, ou il faut des leaders qui montrent le chemin, donc, et d'y aller. Et de se dire, OK, j'y vais, mais pourquoi? Pour changer ce paradigme. Donc pas pour soi, parce que nous, on ne vivra pas, on va vivre des souffrances, on va vivre de la douleur, mais peut-être c'est surtout pour les générations à venir. Et donc on en est là, pour moi, dans l'éveil de la conscience que l'on a et l'évolution de la conscience, c'est, avec toutes ces années qu'on a vécues de manière individuelle, pour nous, est-ce qu'on peut, nous, aujourd'hui, être humains, commencer à avoir une autre perception de l'existence qui soit plus pour nous, mais pour les la vie en tant que telle, les autres en tant que tels. Parce que, sans être pessimiste, mais il est clair que si on continue comme ça, nous, on n'existera plus et l'espèce humaine en tant que telle n'existera plus. Ouais, on entre dans une dimension spirituelle de notre Bah, existence. Créer le futur, créer le monde de demain, faire les choses non plus seulement pour nous, mais aussi pour le collectif. Donc là où ça pêche, effectivement, c'est que à un certain niveau, on a encore peur, on est asservi. J'y mets aussi la composante financière, parce qu'il y a quand même mmh, certaines réalités. Et pour moi, de manière pragmatique, en fait, ça passe aussi par apprendre à développer cette autonomie financière. En dehors d'un travail traditionnel, voilà, il y a énormément de choses aujourd'hui qui sont possibles et c'est incroyable de voir, on en parlait tout à l'heure, des gens se créer leur liberté, se créer leur mode de vie en dehors de tout système traditionnel. Ouais, bah, moi j'ai le truc des impôts qui me revient depuis tout à l'heure parce que tu as parlé de ça tout à l'heure et en fait ça me revient parce que pour moi c'est vraiment dans cette thématique. Ça me fait super mal en France de payer autant d'impôts pour des services qui sont de pire en pire et pour un gouvernement qui envoie l'argent de nos impôts un peu partout dans le monde en fait, en fonction des intérêts de l'empire. Voilà, je vais c'est le ça. dire comme ça. Alors ça, désolé, je vais être vulgaire, mais ça me fait mal au cul. Et je me dis jusqu'où est-ce qu'on tolère ce truc aussi, tu vois. Euh, c'est très compliqué de regarder cette réalité en face, de dire que finalement, on n'est pas libre. On n'est pas libre du tout. Mais Mais justement, tout le travail, c'est d'avoir le courage de créer cette liberté, d'avoir l'audace de tracer le chemin et peut-être de montrer la voie aux autres aussi, comme tu le disais. la liberté, elle sera jamais dans le système existentiel tel qu'il est là. Elle sera toujours intérieure. Parce que le système, dans le monde entier, il a été conçu pour empêcher la liberté. Toute personne au monde, tu prends tu vois, Gandhi, tu prends comment ça s'appelle, les Ajahn Chah, tu prends Krishnamurti, enfin tu vois, des gens qui sont proches de nous, quoi, qui ont changé le système, ce sont tous des rebelles spirituels. Mm.
C'est-à-dire qu'ils ont remis en question la pensée collective et la pensée du système. Mais les vrais spirituels, je ne parle pas des religieux, hein, les vrais spirituels font peur. Jésus. Jésus, il a chamboulé le système, Jésus. Bouddha, il a chamboulé le système. Et si tu veux, ces personnes font peur. Et donc, c'est pourquoi les systèmes sont conçus pour empêcher. Et d'ailleurs, il y a une guerre ouverte contre la spiritualité, il y a une guerre ouverte contre la pensée aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, surtout, il faut empêcher ce que tu fais, c'est dangereux. Désolé, tu es un danger. Enfin, concrètement, tu es un danger. Donc, et je te souhaite que demain, tu vois, ce que tu fais, ça soit vu par des millions et des millions de personnes, mais au moment où ça va passer à des millions de personnes, tu vas être un danger. Mmh. Vraiment. Tu vas être attaqué, tu vas être poursuivi. Et c'est des gens comme toi qu'on a besoin. Parce que c'est ce qui permet justement, à un moment donné, heu, permettre à d'autres personnes de se dire: «Mais oui, je peux». Parce que, ben, il y a des personnes qui sont des leaders et d'autres qui ne le sont pas. Seulement quand il y a des leaders qui sont là, et on en a besoin de beaucoup aujourd'hui, quand il y a des leaders qui sont là, les gens vont y aller et vont suivre. Et et la seule façon de faire tomber un système, c'est de plus lui répondre. C'est pas de se battre contre lui, parce qu'on n'a pas les moyens de se battre. Tu le disais, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. On peut rien faire contre le système. Tu veux aller, amener quelqu'un en justice, il a les moyens de payer, plus cher que toi pour passer. Tu peux rien faire contre un système qui est déjà corrompu à la base. Par contre, tu peux l'ignorer. Et quand tu l'ignores, qu'est-ce qui se passe de ce système? Ben, il fait plus rien. Si, encore une fois, hein, si, on te demande, ouais, effectivement de payer des impôts, mais si personne ne payait des impôts, si tout le monde dit: «Stop», qu'est-ce qui va se passer? Ils vont mettre des amendes? Ouais, vas-y, superbe. Et tu continues, tu vis avec ton argent et c'est mais tu mets pas ton argent en banque pour éviter qu'on te les prenne. En fait, tu bloques le système en continuant à vivre normalement. Alors c'est utopique, hein, ce que je dis, hein, mais pas tant que ça. Parce que si on met ça dans une réalité et qu'on décide de le créer, on peut s'apercevoir que c'est ce qui fait tomber un système. L'exercice de pensée est intéressant parce que ce que tu dis, c'est en arrêtant d'alimenter ce système ne peut pas exister, en fait. Il ne peut pas exister sans notre consentement à tous et sans le fait d'y participer. Mais cette lutte, pour moi, va vraiment être féroce Oui, entre ce système qui veut garder le contrôle et ce nouveau monde qui tente d'émerger. quand tu regardes l'histoire du monde depuis sa création, il y a aucun changement qui s'est fait dans la douceur. Et, ouais, Les dinosaures, ouais. et l'explosion des dinosaures, les civilisations, Mm. à chaque fois, il y a eu vraiment il y a eu un combat qui a été, il y a eu des attaques frontales. Je vais revenir quand même sur tu parlais des taxes, etc. Oui, Ouais, voilà, je me ouais. souviens de ce que je voulais dire. Je voulais dire, c'est un truc que j'ai entendu récemment qui m'a fait tilter. On paie des impôts dans un pays qui imprime de l'argent. C'est pas paradoxal ça quand même? Ils sont capables d'imprimer autant d'argent qu'ils veulent et pourtant on doit quand même payer des impôts. Pourquoi? Pourquoi? Lis La Voix des Soulminders, un livre que j'ai écrit, et j'en parle dedans, justement. Le maître Adjana qui dit: «Mais pourquoi est-ce que, justement, vous donnez de la valeur à quelque chose qui n'en a pas, qui a été créé, qui est une illusion», en parlant de l'argent. Et tu vois, par exemple, les impôts, heu, nous, à Seuil-Neumann, on a pris le parti de travailler uniquement avec des freelances, pour donner aussi cette opportunité à ces personnes de devenir libres financièrement. Heu, mais aujourd'hui, je le dis aussi aux personnes que j'accompagne, il y a énormément de pays où on peut se déplacer, surtout quand on est freelance, où on peut avoir sa société n'importe où dans le monde, sans payer d'impôts, ou très peu, ou juste le nécessaire pour pouvoir être bien. Et d'ailleurs, Macron aujourd'hui fait la guerre, fait va rechercher, va taper dans les pays asiatiques pour demander aux pays de déclarer ceux qui travaillent à distance pour qu'ils puissent payer d'impôts là-bas. Bon, il y a des pays qui ont refusé, hein, voilà, comme Singapour, l'Indonésie, la Thaïlande, elle a refusé. C'est non, 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 on n'a pas à vous suivre en fait. C'est votre problème. Nous, la Thaïlande, ils acceptent des, euh, des nomades, des digital nomades, sans avoir à payer de taxes et autre chose, quoi. Et c'est tant mieux, parce que c'est le monde de demain. Et je pense qu'aujourd'hui, chacun devrait l'entendre, c'est que c'est pas parce qu'on est né dans un pays qu'on doit être ce pays et qu'on doit travailler dans ce pays ou pour ce pays. Le patriotisme,
Il y en a qui n'ont pas aimé, je suis désolé, mais c'est plus de notre époque, en fait. On n'est plus, on n'est plus à protéger un pays, alors qu'on sait que maintenant, un pays, c'est une société qui est gérée par d'autres personnes. Enfin voilà, il y a une logique qui a été inculquée à un moment donné où on a envoyé les gens à la guerre en disant oui, c'est pour ton pays, mais aujourd'hui, notre pays, on voit bien comment sont dirigés le pays. Ils sont pas faits pour aider les peuples ou les citoyens à s'élever, à grandir, à s'aimer, à s'entraider, à faire perdurer l'existence. Aujourd'hui, les États, ils sont faits pour garder le contrôle, garder le pouvoir, et puis faire taire le plus possible les gens pour que ça se passe bien. Ouais, ouais, c'est ça. Les intérêts d'une minorité. Mmh. J'ai toujours cette, cette, ce débat intérieur concernant ces sujets, notamment d'expatriation. Je sais que beaucoup de gens y pensent. C'est toujours difficile pour moi parce qu'il y a une partie de moi où je me dis, on a aussi besoin de gens qui restent pour créer le changement là, à cet endroit-là. Je parle de l'endroit où la personne, où les gens qui nous écoutent vivent, tu vois. Peut-être qu'il y a de l'insatisfaction pour moi personnellement à être en France et à alimenter un système et la direction d'un pays qui ne me correspond pas, honnêtement. Qui ne me correspond pas. Et en même temps, il y a une partie de moi qui me dit, ouais, mais en étant là, je peux peut-être participer humblement à faire changer les choses. Donc c'est toujours, pour moi, c'est une décision, c'est un sujet sensible, c'est un questionnement, tu vois. Mais c'est un sujet qui m'occupe directement parce que je me dis, aujourd'hui, peut-être qu'il y a un moment où je déciderai de partir parce que peut-être que, et je pense que ça va empirer, en tout cas en France, vu la direction que prennent les choses actuellement. Et donc, il y a une partie de moi où je me dis peut-être qu'à un moment, je devrais prendre cette décision parce qu'en âme et conscience, il y a des choses que je ne pourrais plus accepter. Et pour moi, ça revient à ce que tu disais avant, et c'est un choix individuel pour chacun. C'est est-ce que je suis en accord avec ce que j'alimente et le système auquel je participe ou pas. Tu sais, Einstein, pour pouvoir aider son peuple, il est parti d'Allemagne pendant la guerre et il a été en États-Unis. Le Dalai Lama, il est parti du Tibet pour soutenir son peuple. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de vivre dans le pays. Au contraire, c'est qu'il y a toujours une belle image d'un instrument qu'on a donné, c'est que quand il y a une guerre, il ne faut pas être dans la vallée. Parce que tu ne vois pas ce qui se passe. Il faut être au-dessus de la vallée et observer, avoir une vision beaucoup plus élargie. Et quand tu veux, moi par exemple, c'est clair que les personnes que j'accompagne sont pour à 100% dans la francophonie. Et pourtant, je ne suis pas dans la francophonie. Et je pense que c'est aussi ce qui peut donner une force, c'est parce que ça te permet d'avoir une vision beaucoup plus large que quand tu es dans le champ de bataille. Quand tu es champ de bataille, la chose que tu vois, c'est ton adversaire à gauche, enfin devant, à gauche et à droite. Derrière, tu ne le vois même pas. Quand tu es en haut de la vallée, tu vois tous les adversaires, tu vois les stratégies des deux camps. Et je pense que peut-être que ça peut, en tout cas pour toi, répondre à ta question en me disant bah, si je veux aider les gens dans mon pays, il faut que je reste dans mon pays. Ouais, je pense pas. Je pense pas que ça soit vraiment. Il y a d'autres manières de le faire, quoi. Mhm. Et en plus, et en plus, alors là, je parlerai aux entrepreneurs, mais quand on délocalise son entreprise, on a plus de moyens, hein. Donc, on a plus de moyens d'aider, on a plus de moyens de contribuer. Parce qu'entre payer 73% et puis payer 10% de taxes, il y a une différence quand même. Ouais, et puis là, ils sont en train de parler d'un impôt sur la nationalité, tout ça. Enfin, Ah oui, non, ça mais va très très ça loin. va très très loin et ça ira beaucoup plus loin. Ouais, Parce que moins tu donnes les possibilités aux personnes d'avoir une liberté financière, plus tu as du contrôle sur eux. tout à fait. Puisque la chose la plus importante, ici par exemple en Indonésie, lors du Covid, ok, la première fois il y a eu le confinement. Tout le monde pris de peur, hein, comme on disait. Deuxième fois, ils ont refusé. Pourquoi? La première chose que les locaux ont dit, c'est ok, mais on mange comment? Parce que ici, il y a pas les aides de l'État, qui, soit dit en passant, n'étaient pas faits pour aider les gens, mais justement pour vous dire, ok, taisez-vous, on vous donne de l'argent, ça va bien. Donc il n'y a pas les aides de l'État, il n'y a pas les pensions alimentaires, il y a pas le chômage, il n'y a rien. C'est où tu manges, où tu crèves. Et donc là, à un moment donné, quitte à crever d'un Covid ou quitte à crever de faim, je m'en fous en fait. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, en Indonésie, ils ont refusé le deuxième confinement parce que la question c'est mais on va manger comment? Et donc une personne qui a faim, on la retient pas. C'est ça qui est important, c'est qu'une personne qui a faim, elle reprend le contrôle de sa vie. Et dans certains pays, ils ont compris ça. Donc
on achète le contrôle de la vie des autres en disant tiens, je te donne de l'argent, comme ça tu peux manger, tu te tais et tout va bien. Ouais, 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 le constat est accablant. Le constat est accablant, c'est difficile à avaler, et pourtant je pense que c'est vrai. Ouais. Le confort peut nous tuer, du pain et des jeux, comme on dit. J'ai envie de te poser la question sur les maîtres que tu as rencontrés et l'influence qu'ils ont pu avoir sur ton chemin. Tu en as mentionné plusieurs, Mm. des rencontres que tu as fait dans tes voyages. Tu as aussi mentionné des grands maîtres spirituels comme Krishnamurti. J'aimerais en savoir un peu plus sur euh, cette recherche spirituelle et ces rencontres. Je pense que à la base, c'est que comme j'ai pas vécu avec mon père, j'ai dû aller à la recherche de l'image masculine, tu sais, que tu vas idéaliser, etc. À la base, je pense que c'est parti de là. Et puis, j'ai fait des rencontres. Alors, je dis maîtres, mais c'est pas forcément des maîtres. Il y a eu des maîtres, des personnes hyper intéressantes avec des ouvertures d'esprit, des personnes qui m'ont guidé sur le chemin. Je pense à, par exemple, même en France, qui existe encore, Aruna Le Gougec Aruna et Jean-Pierre Le Gougec, qui m'ont vraiment ouvert l'esprit. Euh, des rencontres de livres, là par contre, puisqu'ils n'existaient pas, comme pour moi, un des maîtres par excellence, c'est Carl Gustav Jung, Je suis grand fan, qui est voilà, très fan c'est de lui. Ouais. euh, sans équivoque l'être, en tout cas pour moi aujourd'hui, qui a été le plus loin dans le- la découverte de l'inconscient. Et je ne cesse encore aujourd'hui d'apprendre et d'expérimenter. Et avec toute la lignée qui va derrière, hein, Stanislas Grof, Abraham Maslow, enfin tout ce qui va, etc. Les expériences de conscience modifiée qu'on suivi suite à ça. Et puis plus en Asie, avec Ajahn Chah ou la communauté d'Ajahn Chah, différents guides spirituels ou le moine Samaïta, voilà, au Sri Lanka. Et puis ici aussi à Bali, puisqu'il y en a. Hein. Moi, je suis accompagné par, par Manku Nyoman, enfin, je ne sais pas s'il va m'entendre, pas, sûrement pas, avec qui d'ailleurs je fais même des cercles d'invitation de sagesse balinaise, etc. Et pour moi, c'est important parce que dans nos rencontres, dans notre vie, il y a toujours des personnes ou des êtres qui ont quelque chose, un message à te faire passer. Et la recherche en fait de ces êtres-là, ça a toujours été ça, ça a été qu'est-ce qui a fait que ces personnes, quelle est la force en fait qu'il y avait en eux pour pouvoir dire et faire ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont fait. Et je puise en fait mon énergie de ces personnes. C'est-à-dire que, par exemple, on prend pendant la période Covid où il fallait, enfin, à un moment donné, j'ai vraiment pris position avec toutes les attaques que j'ai eues, etc. Mais j'ai vraiment fait cette prise de position. Et souvent, avant de démarrer mes vidéos ou mes lives que je faisais, je me connectais intérieurement. Je dis, OK, si j'étais, je sais pas, Krishnamurti, quelle énergie j'aurais là maintenant? Tu vois? Et donc, je me connectais à ça. Et là, parce que si je restais sur ma prise de position de Mika Deniso, je pouvais après aussi avoir peur. Surtout, à l'époque, je n'étais pas encore indonésien. Là, maintenant, je ne suis plus français du tout. J'ai révoqué ma nationalité. C'est terminé. Et à l'époque, j'aurais pu faire comme la plupart des Français ici. D'ailleurs, je me suis fait un peu rejeter de la communauté française à cause de ça. D'avoir peur de te faire expatrier parce que tu disais des choses contre l'État, quoi. C'est ça. Et donc, ici, tu n'as plus de quitas, tu rentres chez toi. Et exporté. Et donc, il y avait cette peur qui pouvait être là. Et comme je disais à ma femme, je disais que est-ce que je veux vivre dans la peur? Ma femme est indonésienne. Hein. Et on s'est regardé, on s'est dit de toute façon, si on doit se faire exporter, on part ensemble. C'est pas le lieu qui compte, c'est avec qui tu es et comment tu es intérieurement. Et donc c'est ça, tu vois, le, le, le point central, c'est d'arriver à être intègre avec toi-même et contre toute attente, de ne pas violer tes valeurs. Je trouve que ce que tu as dit, c'est extrêmement puissant quand tu parlais dans ces rencontres justement de chercher l'endroit où cette personne a trouvé la Mm. force de puiser, d'être qui elle est devenue, d'avoir le courage de prendre cette décision ou de prendre cette position. J'y ai jamais pensé de cette manière précisément et je trouve que c'est extrêmement puissant.
de prendre ces modèles et de les utiliser comme source d'inspiration. Non pas en se disant je suis pas aussi bien qu'eux ou ils sont meilleurs que moi, mais plutôt voilà un exemple de quelqu'un qui a eu le courage et je peux Mmh. aussi avoir le courage, je peux aussi oser. Ben, une chose très simple, hein, moi mes lectures principales, c'est les biographies. Parce que dans la biographie, tu as l'histoire et tu te dis: «Mince», tu et peu importe les biographies, hein, Toutes mais les péripéties. toutes les péripéties et tu vois bien que, ben, il peut se passer plein de choses. Là, je suis dans une biographie qui n'a rien à voir avec un guide spirituel, mais pour moi, toute personne a quelque chose à te léguer. Là, je suis en train de lire, l'histoire de Florent Pagny, donc tu vois, ça n'a rien à voir, quoi. Donc toute sa biographie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que derrière l'histoire d'une personne, il y a les mouvements d'âme qui sont là et l'énergie qui s'en dégage. Et tu vois, quand tu te connectes à, je sais pas, Krishnamurti ou même à Florent Pagny dans certains moments, tu te connectes à cette énergie d'âme. Tu dis que il y a une énergie, on est vibration, quoi. Et donc quand tu arrives à te connecter, qu'est-ce qu'il a pu ressentir à ce moment-là? Mais il a fait le pas pour y aller. Et là, tu te connectes à cette énergie et c'est celle-là que tu prends. Moi, je fais des exercices, pour les personnes que j'accompagne. Quelque chose de très simple, c'est que si tu veux retrouver la confiance en toi d'une manière, radicale, c'est simple, tu fermes tes yeux, tu te rappelles un moment donné dans ta vie où tu as eu confiance en toi. On l'a tous eu. Premier bisou, la première fois que tu as parlé, tu vois, à une copine, la première fois que tu as fait du vélo et que tu as réussi. Et en fait, mentalement, tu vas prendre, ressens cette énergie. Waouh, j'ai réussi à faire du vélo, waouh, j'ai réussi à l'embrasser. Tu la prends, tu la mets dans ton cœur là maintenant. En fait, tu te reconnectes à cette énergie, non pas à l'expérience, mais à l'énergie que tu avais quand tu as eu cette confiance en toi. Et c'est ça, en fait, que tu refais vivre dans le présent. Parce que notre cerveau, lui, il ne sait pas faire comme si. C'est-à-dire que tout ce qu'il pense, il le croit aujourd'hui. Et donc, tu te reconnectes à ça et c'est comme ça que tu peux avoir cette énergie-là. Et quand je fais ce genre d'expérience en prenant l'énergie de ces guides ou de ces maîtres, ben, je me connecte. Je dis, tiens, Mandela, quand il était en prison, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a fait pour passer toutes ces années? Il était dans quelle énergie? Mandela, c'est un exemple qui me parle en particulier parce que il y a une fameuse anecdote où Anthony Robbins rencontre Mandela et il lui dit mais comment est-ce que vous avez fait pour tenir aussi longtemps en prison? Et Mandela le regarde presque outré et il lui dit j'ai pas tenu, j'étais en train de me préparer. Hmm. Et tu vois la différence d'énergie? Là, c'est totalement différent, quoi. Et c'est à ça qu'il faut. Tu vois, quand je t'en parle, j'ai des frissons parce que je me connecte à toutes ces années de préparation et non pas à toutes ces années d'emprisonnement. Et ça change tout de suite. Tu peux le sentir dans ton corps. Tout de suite, ça change parce que ta vibration change. Il y a une verticalité, il y a Ouais. un ancrage, il y a une puissance, il y a une mission derrière. Et tu vois, quand tu dis ça, tu traduis pas Mandela. Tu traduis l'énergie. Ouais, C'est ça que tu es en train de tout traduire. à fait. Et, et, euh, et voilà, moi, j'invite chacun à se reconnecter. C'est OK de se reconnecter à des personnes. Moi, je me reconnecte à Tony Robbins, ça a été un de mes mentors par excellence, tu vois. Enfin, c'est divers, hein, John Cha, le Dalai Lama, Samaïta, Carl Gustav Jung, etc., etc. Tout ça, ce sont des êtres. Et à chaque fois que j'ai besoin de me connecter à une énergie particulière, bah, j'ai plus qu'à aller puiser. Mmh. Et c'est OK, quoi. C'est un super outil, c'est un super outil, j'en ai jamais entendu parler comme ça, de se dire, parce que tu proposes 2 choses. Tu dis: «Je peux me reconnecter à un moment de ma vie où j'ai eu une réussite, j'étais en Mmh. confiance et je peux ramener cette expérience maintenant, je peux me remettre dans cet état». Ça, c'est une chose. Ça, je pense que c'est assez, connu, pour les gens, par exemple, qui écoutent du Tony Robbins et cetera. Par contre, le deuxième aspect où tu dis: «Oui, mais en fait, je peux faire ça avec, n'importe quelle personne, personnage historique, modèle, qui peut être une énergie, en fait, qui me nourrit moi aussi». Et je peux me connecter à cette vibration en quelque Mmh. sorte, puisque c'est ça. Si on part du postulat que tout n'est que vibration. C'est ça. Ouais. Mais sans le dire ouvertement, c'est comme ça que les grandes religions du monde se sont créées, parce que tu te reconnectes pas à la religion, tu te reconnectes à une énergie d'une personne. Et les chrétiens, ils se reconnectent à l'énergie de Jésus. Mais si tu enlèves toute la religion qui a été construite et le système de contrôle aussi, hein, puisque la religion, c'est un système de contrôle. Alors, je m'attado les religieux, mais j'ai rien contre les religions, hein. Mais il y a quand même un système de contrôle dans les religions. Si tu enlèves tout ça, donc les règles, les us, les coutumes, il faut faire ci, il faut faire ça, obligatoire, sinon tu vas pas aller au paradis ou tu vas aller en enfer, tout ça, tu enlèves tout ça et tu gardes juste l'énergie de Jésus.
par exemple. C'est différent. Mmh. Là, tu es plus du tout dans la même logique, quoi. Mmh. Là, par exemple, si tu veux être compatissant, tu peux te connecter à l'énergie de Légume, même si tu es pas catholique. Tu peux si tu veux, être, en face de la réalité du moment présent, tu vas te connecter à l'énergie de Bouddha. Si tu veux être, un rebelle juste, tu vas te connecter à l'énergie de Krishnamurti. Si tu veux, rencontrer l'autre dans son inconscient, tu vas te connecter à l'énergie de Carl Gustav Jung. Enfin, c'est magique, en fait. Et en fait, on se reconnecte à l'esprit qui est encore vivant et voilà. Ouais, Carl Gustav Jung m'a beaucoup influencé aussi, pour moi, c'est vraiment le chaman occidental, des temps modernes. Hem, il amène, le travail sur l'inconscient, il amène aussi le travail sur l'inconscient collectif. Mmh. Hem, Aujourd'hui, on parle d'égrégore, on parle de et ça aussi, c'est pour moi quelque chose de très intriguant, cette idée de dire qu'en fait, on peut être influencé par, une énergie de groupe, inconsciemment, tu vois? Hem et je pense que ce qui est intéressant, aussi avec Carl Jung et là, on rentre dans une dimension, vraiment, presque ésotérique, c'est que, finalement, c'était un chercheur de l'âme. Et plus je discute avec toi et plus je me rends compte que cette, dimension, en fait, elle infuse dans tout ce que tu fais. Mmh. Cette dimension, spirituelle et cette volonté, justement, d'exprimer, dans la matière. Je sais plus comment tu l'as formulé tout à l'heure, mais tu disais que justement ton travail, c'est aussi de ramener dans la De matière, matérialiser la spiritualité. On voilà. fait descendre l'idée, en fait, dans la matière. Enfin, c'est le chemin que je prends, quoi. Pour moi, il y a la spiritualité n'existe qu'incarnée. Le reste, c'est du blabla et De la théorie. bref et puis, c'est être perché sur les étoiles. Bah, après tout, on est incarné, on a un corps, quoi. Mmh. Donc, on n'a pas à devenir spirituel. On l'est. Après, est-ce qu'on va incarner cette spiritualité? C'est-à-dire qu'on va être intègre avec ce que l'on pense, avec nos idées. Et pour moi, il y a aucune dichotomie entre, faire du business et être spirituel. Il y a aucune dichotomie entre, faire du sport et être spirituel. C'est-à-dire que tout marche ensemble, en fait. Tu peux très bien, être un super homme d'affaires, avoir plein d'entreprises et être hautement éveillé. C'est pas incompatible. Alors parlons de ça pendant une seconde parce que, je sais que ça, c'est un sujet sensible, le Ouais. rapport à l'argent pour beaucoup de personnes, qui s'intéressent à la spiritualité ou qui essaient de vivre de manière consciente. Là, je sais que Mmh. c'est un donc parlons un petit peu de ça pendant quelques secondes. Comment tu vois les choses à ce niveau-là, pour le rapport à l'argent, par exemple? On va faire simple, on vit dans un monde marchand, OK? Donc ça veut dire que concrètement, rien à partir du moment où tu là, on est là, voilà, on est ici, à Bali, un studio. Pendant tout le temps où on est en train de parler, il y a des centaines et des centaines d'euros, de dollars qui se dépensent. L'usure de ça, les la lumière, qu'on utilise, enfin bref, on dépense de l'argent tout le temps. L'usure de ta montre, tout le temps. Et donc on est dans un monde où l'argent est obligatoire. Tous ceux qui ont essayé de vivre sans argent, bah, ils ne peuvent pas vivre dans ce monde-là. C'est impossible et même on a pu voir à un moment donné plein de personnes qui disaient: «Ouais, mais j'ai voyagé dans le monde, sans utiliser l'argent». Je suis désolé, c'est des menteurs parce qu'ils utilisent l'argent des autres. Quand tu fais du stop, c'est bien celui qui t'a pris qui dépense son essence. Quand tu vas dormir chez quelqu'un et manger chez l'autre, c'est l'autre qui travaille pour te donner à manger. Et donc, on a beau tirer le fil dans tous les côtés, l'argent est essentiel. Et là, je reprendrai juste une phrase de Tony Robbins, quoi, qui disait, en fait, la première fois que je l'ai vu, hein, et qui m'a toujours marqué, qui disait, heu: «Si tu veux aider les autres, il faut que tu sois riche. Si tu veux aider les pauvres plutôt, il faut que tu sois riche». Et il a raison. C'est-à-dire que plus tu vas avoir de l'argent, alors si tu es dans une démarche, en fait, d'évolution et de contribution, bien sûr, hein. Si tu es dans une démarche, d'avoir de l'argent pour toi, juste pour toi et pour œuvrer et pour être le plus fort, le plus grand, le plus beau, le plus intelligent et cetera, non. Mais si tu es dans une démarche spirituelle, tu comprends alors que plus tu as de l'argent, plus tu peux contribuer. Et moi, ça a toujours été ce principe-là. Toutes mes entreprises, ça a toujours été ça. C'est-à-dire que on fait de l'argent, on gagne notre vie, on vit bien, parce que c'est pour ça aussi qu'on le fait, pour avoir une liberté financière. En ayant une liberté financière, bah, tu es plus dans l'attente, tu es plus dans le peur, donc tu as une meilleure clarté d'esprit. Tu peux commencer à te poser et à prendre le temps de réfléchir et non pas à courir après quelque chose. Donc déjà, bah, tu deviens, plus apte à comprendre le système dans lequel tu es.
Et puis quand tu as les moyens, tu peux commencer à dire: «OK, qu'est-ce que je fais maintenant avec une partie de cet argent?» Et là, tu peux commencer à contribuer, peu importe la contribution que tu fais. Comme tu fais, aller directement sur le terrain ou comme on fait avec nos associations, avec peu importe en fait. Ou, dans les entreprises que je monte, bah, il y a une partie qui sont pour les personnes défavorisées. C'est là où tu peux commencer à aider. Donc pour moi, dire que la spiritualité et l'argent, c'est 2 voies différents, non. Parce que qu'est-ce que l'on fait les 3/4 de notre temps, tous, autant que nous sommes? On travaille. Et donc le meilleur endroit pour pouvoir exprimer qui l'on est à son paroxysme et déployer notre talent, nos talents d'âme, c'est pendant qu'on bosse. Quand on prend une entreprise, peu importe ce que l'on est, quelqu'un qui fait du pain, un employé, on va prendre, on prend pas même pas le patron, hein, mais le chef, on va dire un employé, un boulanger qui fait du pain. Il a le choix en fait juste de faire du pain parce qu'il se fait chier, il fait du pain, il dit oh là là, il est 3 heures du matin, il faut que je finisse, etc. Et puis voilà, je prends mon salaire. Ou il a le choix de dire tiens, ce pain-là, je vais le faire différemment, je vais mettre ça parce que les personnes quand ils vont le manger, eh ben, ils vont avoir un autre goût, il va y avoir quelque chose de différent. Et puis quand il va parler à son client, il dit écoutez, mangez ce pain-là, je sais pas, mais en pensant à ça. Mais ce boulanger, il devient totalement différent. Et puis après, il va se dire bah, moi, je vais monter du coup mon entreprise et je vais vendre du pain. Et je vais vendre du pain, mais différemment. Pour ce que j'offre aux gens, c'est pas que du pain. Et donc, la spiritualité incarnée avec l'entrepreneuriat, mais c'est exponentiel. Parce que ceux qui changent le monde, c'est les entrepreneurs. Et on peut le voir, hein, des boîtes comme Spotify qui ont changé le monde de la musique, c'est les entrepreneurs. C'est eux qui ont changé le monde. Les indépendants de chez Google, je suis désolé, mais ils ont changé le monde. Peu importe si c'est bien ou pas bien, on s'en fout, c'est pas le sujet, mais c'est de dire que ce sont des entrepreneurs qui changent le monde ou le visage du monde dans lequel on est. Et demain, encore une fois, c'est que si on a plus d'entrepreneurs spirituels, c'est ce qui manque en fait aujourd'hui avec ces grandes boîtes, c'est qu'il manque de spiritualité derrière. Mais si on a des entrepreneurs spirituels qui commencent à comprendre que l'argent à grande échelle lié à la spiritualité peut littéralement changer l'expérience du monde, mais on n'aura plus la même expérience. Je te rejoins et en même temps, j'ai la résistance de l'objection de beaucoup de gens qui n'osent pas se lancer, qui est pas l'endroit de pouvoir contribuer, mais qui est en amont. En fait, c'est l'endroit d'accepter de se vendre. Et je crois que c'est là le point sensible pour beaucoup de gens, d'accepter de dire bah, je vais demander de l'argent pour mes services. Euh, euh, ouais, qu'est-ce que tu réponds à ça, ce syndrome de l'imposteur et toutes ces, je sens que la réponse ça va être cinglante et toutes ces, tu vois, ces résistances par rapport au fait de monétiser ces services. Ok, bah faut arrêter d'aller voir un médecin. Mhm. Quand on va voir un médecin, on le paye. Mhm. On paye pourquoi? Pour qu'on nous donne des médicaments pour être Ouais, soi-disant en bonne santé. ouais. Faut arrêter d'envoyer son enfant à l'école parce qu'on paye pour amener son enfant à l'école. Faut arrêter de regarder la télé parce qu'on paye pour regarder la télé. Faut arrêter de boire ton eau parce que tu payes pour boire ton eau. Faut arrêter de prendre une douche parce qu'on paye pour prendre une douche. Le principe est là, c'est-à-dire que les personnes qui n'osent pas se vendre, c'est pas le fait de se vendre parce que j'accompagne pour 80% ces personnes-là, des jeunes entrepreneurs. Et c'est clair que s'ils se vendaient et qu'ils avaient tout de suite énormément d'argent sur leur service, ils auraient plus peur de ne pas se vendre. Là, ils ont peur de ne pas se vendre, c'est pas par rapport à l'argent, c'est juste un problème de confiance en soi. Ou de se dire: «Ah, non mais pourquoi est-ce que moi je fais ça?» Mais c'est juste une image d'eux-mêmes. C'est une image mentale qu'ils ont créée, qui cristallise et qui mettent devant les yeux un voile, qui sont là. Mais par exemple, moi j'ai des personnes dans mon équipe qui avant avaient cette même pensée: «Je pourrais pas me vendre». Je dis: «OK, tiens, ça te dit de travailler avec moi?» «Ah, du coup ça change». C'est bah, OK, super, ouais, hop, et ils font un test et ça fonctionne. Ils reçoivent une rémunération par qui? Par Solid mais Solid reçoit sa rémunération par qui? Par des clients. Mais ça revient au même que s'ils se le faisaient directement. Donc c'est pas une question d'argent et là, ils sont contents et ils y vont, ils sont contents de gagner de l'argent. Donc c'est pas le rapport à l'argent, c'est le rapport à l'image que l'on a de soi. Mhm. Et donc la première chose à travailler, si c'est le cas, c'est de se dire: «OK, c'est quoi l'image de moi?» Et d'ailleurs, si je veux faire ça, c'est parce qu'au fond de moi, c'est quelle est l'intention de faire ce que je veux faire? Elle est où l'intention derrière? Ouais, très intéressant si je remets
le contexte de cette conversation libère ton esprit, le 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 constat de la situation dans laquelle on se trouve Mmh. aujourd'hui, civilisationnellement, l'effondrement qui a déjà commencé, Mmh. l'effondrement progressif dont tu parles, la fin de quelque chose, l'opportunité, d'un changement de paradigme potentiellement violent, potentiellement difficile et tout le discours que tu portes qui est de dire en fait, individuellement: «Soyez audacieux, soyez courageux, tracez votre route, Mmh. écrivez votre histoire, créez votre liberté financière parce que ça en fait partie en fait, on n'est pas du tout dans quelque chose d'utopique ou de Mmh. voilà, on est dans du concret, dans du pratico-pratique, dans du pragmatique. Qu'est-ce qui se passe, si tu vois, à quoi il ressemble ce monde de demain si suffisamment de personnes, osent, créent, lead, heu, à quoi ça ressemble dans le cas où ça fonctionne? J'en sais rien, mais si je reprends encore, on prend une entreprise. Ça va y avoir cette image. Quand par exemple j'ai monté Seuil Mine, pourquoi je choisis de prendre que des freelances? Parce que c'est que des entrepreneurs. Et comme tu as que des entrepreneurs, tu as que des chefs d'entreprise. Donc ton entreprise, elle est gérée en totalité par plein de chefs d'entreprise. Et maintenant, on remet ça à la grande échelle. Si on vit dans un monde géré par que des chefs d'entreprise, ça change tout parce que les prises de décision ne sont pas assujetties à une personne, mais c'est tout le monde en commun où on avance ensemble. Et que si à un moment donné, il y en a un, il y a, il y a, il y a un motto en fait dans les entreprises modernes, c'est que ce qui compte, c'est pas la personne, mais l'idée. Donc c'est toujours l'idée qui prime, la dernière idée, la meilleure idée qui doit primer plus que la personne. Ça change tout, hein. Dépasser les égos personnels. Mais ça change tout. Imagine, on fait un business ensemble, on s'associe avec une vingtaine de personnes. Voilà, on monte une entreprise, super. Tu as 90 des parts et à un moment donné, tu as celui-là qui a 1 qui donne une idée de génie, qui dit: «Écoute, c'est ça» et toi, en fait, tu suis l'idée. Non pas parce que tu as 90 des parts, parce que c'est l'idée. Et ben, c'est ça qui manque dans notre système. C'est qu'aujourd'hui, les idées sont étouffées. On empêche les idées de grandir parce que c'est ce qui pourrait changer le monde. Et quand on voit que enfin, on l'a vu pendant le Covid, hein, dès qu'il y avait quelqu'un qui avait une pensée opposée à la pensée, à la doxa, quoi, hein, on est fermé. Et c'est normal. Quelque part, en même temps, je suis même pas surpris parce que ils protègent leur bien, Mmh. qui est la société qu'ils ont construit. Donc ils le protègent, quoi. Donc quelque part, c'est OK. Et le monde de demain, pour moi, c'est si on pouvait tous, tout simplement, reprendre ses droits et qu'on n'a pas besoin d'écouter Heu, enfin, un tel qui va nous dire: «Fais comme ci, pense comme ça, soigne-toi comme ça, mange comme ça, dors à telle heure, c'est pas plus de 8 heures». Enfin, voilà, tu manges 3 fois par jour et pas enfin, moi, il y a des jours où je mange 6 fois, 7 fois dans la journée, hein, et il y a des jours où je mange pas et je mange jamais la même chose. Bon, j'ai la chance, j'ai une femme qui est extraordinaire, quand elle me fait des repas, elle est capable de changer, un repas, à chaque fois pendant 6 mois sans qu'on mange 2 fois la même chose. Génial. Mais ce que je veux dire par là, c'est peu importe, mais l'idée, c'est ça, c'est quand on arrête les normes dans lesquelles on est, on se déconditionne et comme de toute façon on est obligé c'est soit de toute façon, c'est soit on est conditionné par quelque chose ou quelqu'un, soit on se conditionne soi-même. Puisque notre système tel qu'il est conçu, il marche par conditionnement. Donc la question c'est: est-ce que l'on veut continuer à être conditionné ou est-ce qu'on préfère se conditionner soi-même? Pour moi la réponse elle est simple, hein, mais c'est ça la question. L'éducation, c'est un conditionnement. Quand on est nous en parents avec nos enfants, on conditionne nos enfants. Malheureusement, dans des couples, il y en a même qui veulent conditionner leur partenaire. Notre vie est un conditionnement. C'est notre système. En tant qu'être humain, eh ben, voilà, notre modèle, notre programme intérieur, il est comme ça. On a besoin d'être conditionné. Et la seule question, c'est qui conditionne. Qui c'est qui nous conditionne et à quoi est-ce qu'on se conditionne Oui, aussi? Ouais, donc je peux faire, chaque jour, le choix de conditionner mon corps, pour réagir d'une certaine manière à un certain exercice, conditionner mon esprit pour mmh, réagir, d'une certaine manière dans le cadre de certains travaux, développer des talents ou je peux laisser, le collectif, ou le le système, faire. ouais, me modeler, selon ses propres, ouais.
Est-ce que c'est pas ça au final, être un soul minder, c'est se libérer? Ben, c'est ça, c'est, pour moi le soul minder, c'est, alors pour revenir à soul in a mind, tu vois, c'est, une âme qui s'incarne dans un esprit. Heu et c'est vraiment ça, tu vois? C'est que quand tu parlais, des conditionnements qui arrivent, regarde là on vit, chacun, tu es là, tu es sur Bali, il y a plein d'idées là qui flottent autour de nous et mais cha une idée c'est quoi? C'est une information qui a une propre vibration. On a la chance sur Bali avec ding 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 quand on est, sur les beaux endroits, il y a des super vibrations. Quand on est sur Canggu, un petit peu moins. La vibration, c'est pas la même. Mais il y a des endroits, c'est magnifique et la seule chose le seul choix qu'on a, la liberté plutôt qu'on a, c'est de se dire: «Lesquels je laisse rentrer, lesquels je ne laisse pas rentrer? Quelle est la vibration que j'accepte? Sur quelle fréquence est-ce que je veux continuer à vibrer aujourd'hui?» Donc quand il y a des vibrations d'énergie qui sont, basses, qui nous agressent et cetera, c'est se dire: «Est-ce que j'ai envie de vivre, cet après-midi ou avec ça?» Mika, j'ai vraiment, apprécié cette conversation. Hem, je la trouve, aussi fascinante que dangereuse. Dangereuse, parce qu'elle remet en question, le système, dangereuse parce qu'individuellement, elle nous amène aussi à nous poser les questions qui fâchent, mais qui sont fondamentales. À savoir, est-ce que je suis en train de vivre la vie que j'ai envie de vivre? Est-ce que je suis en train de donner ce que j'ai à donner ou pas? Ou est-ce que je suis en train de me défausser? C'est les questions que tu amènes et je te remercie pour ça. Mmh. Avant de conclure, j'ai quand même envie de te demander quel conseil tu aurais justement, pour toutes ces personnes qui sont encore, limitées par leur peur? OK, la peur, c'est une projection dans un futur d'un présent qui n'existe pas. Ça veut dire que c'est une illusion. Il y a les peurs primales et cetera qui peuvent nous indiquer un danger, mais à la base, c'est une création mentale. Donc la peur, c'est une croyance et donc le seul conseil que je pourrais donner, c'est: à quoi est-ce que vous voulez croire? Notre vie est une croyance. Tout ce que l'on fait, c'est parce qu'on croit à quelque chose, mais on n'a aucune idée si ce que l'on croit est vrai. Et je n'ai aucune idée si ce que je dis est vrai. Je n'ai aucune idée que je sais même pas, si ce monde est vrai, j'en sais rien. J'ai aucune preuve tangible qui me le montre. Et donc le seul conseil que je voudrais dire, c'est, heu, est-ce que, encore une fois, vous voulez vous autoriser à vivre? Et quelle est la croyance la plus importante pour vous aujourd'hui? Et de suivre cette croyance quoi qu'il arrive. C'est très intéressant comme perspective et j'apprécie l'humilité que tu déposes à la fin quand tu dis: «Mais peut-être que je ne sais pas si c'est vrai ou pas». Hem, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, au final, ça nous ramène à une simplicité de dire, toi, qu c'est quoi le truc qui est à l'intérieur de toi que tu as envie d'exprimer, en fait? C'est quoi ce désir? Peut-être que si tu l'écoutais, il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant. Peut-être qu'il y a une histoire d'intéressante à écrire et c'est ton histoire. C'est ça. Elle a pas besoin d'être vraie pour tout le monde, c'est Mmh. ton C'est histoire. son histoire. Mika, merci beaucoup. Merci Mourad. Pour les gens qui, ont apprécié cette conversation, souhaitent, découvrir un peu plus ton travail, peut-être, entrer en contact avec toi, où est-ce qu'on peut te trouver? Facile, nlmika.com. NL comme newsletter, mika.com et là, là, vous ferez partie des vous recevrez, toutes nos pensées, nos insights tous les mercredis sur, la conscience paradigmatique, enfin sur nos 3 valeurs, la conscience paradigmatique, la quête spirituelle et l'entrepreneuriat, l'endurance pro. nlmika.com tout simplement. Ça va apparaître à l'écran pour ceux qui sont sur YouTube, pour ceux qui écoutent sur les plateformes audio, ce sera dans la description. Mmh. Mika, un énorme, énorme merci. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir convié, C'était vraiment très très nourrissant agréable. pour moi. Ouais, très agréable comme échange. Un tout dernier mot? Sampai jumpa lagi. À plus tard dans la vie. À plus tard dans la vie. Merci Mika, à très OK, bientôt. merci.